Bonjour, alors nous attaquons aujourd'hui le dernier chapitre sur la fiscalité des personnes physiques. Je vous rappelle que le plan que nous avions suivi, nous avons eu 4 chapitres. Premier chapitre, on a parlé de la taxation des entreprises avec des généralités sur les modalités d'application de cet impôt. Dans un chapitre 2, on a parlé des bases de taxation, comment on détermine l'assiette de taxation en passant de la comptabilité générale à la base fiscale avec des notions de réintégration, déduction. Ce chapitre-là nous a tenu pendant 2 séquences. Ensuite, on a vu un chapitre 3 qui lui aussi a duré 2 séquences, qui portait sur le paiement de l'impôt, comment on paye la taxation, le principe des acomptes. Et enfin, aujourd'hui, dernier chapitre qui ne durera qu'une séquence, c'est celui sur le contrôle fiscal. Dans ce chapitre sur le contrôle fiscal, on va suivre successivement 5 points. D'abord, on va traiter de généralité sur le contrôle fiscal, présenter le principe des modalités de contrôle. Ensuite, dans un deuxième point, on traitera des motifs de redressement. Qu'est-ce que l'administration est susceptible de reprocher aux entreprises? Troisième point, les modalités de contrôle. Comment l'administration va s'y prendre? Quelle procédure va-t-elle suivre pour venir investiguer les bases de taxation de l'entreprise? Quatrième point, quels sont les droits des contribuables, à savoir comment un contribuable peut faire face aux méthodes de contrôle fiscal. Et enfin, on verra une petite application pour vous donner une idée des conséquences du contrôle fiscal. Alors, tout d'abord, en introduction, je vous rappelle un élément essentiel, c'est que l'entreprise auto-administre complètement la chaîne de taxation. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va calculer sa base de taxation, c'est l'entreprise qui va calculer son impôt, c'est l'entreprise qui va mettre en paiement son impôt. Donc l'entreprise a une très grande autonomie par rapport à la mise en recouvrement de cet impôt. Je vous rappelle au passage que cet impôt, c'est-à-dire l'impôt société, représente 12,5% des recettes de l'État, ce qui est quand même assez conséquent par rapport au volume des finances publiques. Et donc, l'autonomie de l'entreprise matchée à l'importance des recettes fait que l'administration a une obligation de contrôle permanent de ce qui se passe dans les entreprises. Et c'est la justification première de la nécessité pour l'administration fiscale de contrôler très régulièrement les entreprises. Alors, il faut savoir que l'administration fiscale fait de plus en plus appel à des techniques d'informatique avancées, et notamment la technique du data mining. Data mining, ça veut dire quoi? Ça veut dire surveillance des données publiées par les entreprises, puisqu'énormément, quasiment toutes les données sont traitées par informatique maintenant. L'administration ne va plus faire des contrôles au hasard, mais elle va au contraire cibler ces démarches pour aller vérifier en fait les entreprises qui éventuellement poseraient problème dans la cohérence des chiffres qu'elles vont publier. Alors, dans les motifs de redressement, on peut en fait regrouper ces motifs de redressement en deux grandes familles. D'abord, il y a la famille de j'applique pas les règles. Globalement, je sais qu'il y a des règles, mais tout compte fait, je m'en affranchis et je décide de les contourner. Et deuxièmement, il y a les infractions. Les infractions, ce sont des comportements qui vont à l'encontre de l'esprit de la loi. Non-application des règles, au feu rouge, je dois m'arrêter, tout compte fait, je décide de ne pas m'arrêter. Je crée ma propre règle. Si je ne suis pas pris, il ne se passera rien. Si je suis pris, je serai forcément verbalisé et puni, sanctionné. Les infractions, c'est un petit peu plus subtil. Les infractions, c'est plus de l'ordre du à l'orange, on doit ralentir et s'arrêter, mais je pensais que je n'avais pas à ralentir et pas à m'arrêter. Donc, les infractions, c'est quelque chose, c'est un comportement construit par rapport à un détournement de la règle. Alors, on va voir ce que ça donne par rapport à des exemples. Non-application des règles. On va prendre une règle simple que vous connaissez tous.
Quand vous achetez un véhicule de tourisme, vous allez payer par exemple 20 000 € votre voiture, il y aura 20% de TVA dessus, 4 000 €, et donc la voiture TTC va faire 24 000 €. Vous savez que dans les véhicules de tourisme, la TVA n'est pas déductible. L'entreprise n'a pas le droit de récupérer la TVA sur les véhicules de tourisme. Donc, en comptabilité, si j'achète un véhicule de tourisme, je dois le comptabiliser 24 000 €. Eh bien, quelqu'un qui refusera d'appliquer la règle va se comporter de la façon suivante. À la place d'enregistrer sa voiture 24 000 € dans le compte 218 véhicules, eh bien, l'entreprise va comptabiliser le véhicule hors taxe, va mettre en TVA déductible la TVA alors même qu'elle n'a pas le droit de le déduire au compte fournisseur d'IMO. Et de ce fait, cette façon de comptabiliser va faire qu'elle va demander la déduction de 4 000 € de TVA alors même qu'elle n'en a pas droit. Eh bien, dans cette situation, l'entreprise trompe volontairement l'État en faisant croire que la TVA est récupérable et donc va récupérer auprès du Trésor quelque chose auquel elle n'a pas droit. Elle n'applique pas la règle. Principe du feu rouge, si l'entreprise n'est pas contrôlée à ce moment-là et durant les 3 années qui suivent, puisque le délai de contrôle, c'est l'année en cours plus 3 années qui suivent, eh bien, si l'entreprise n'est pas contrôlée, ben, personne ne viendra lui réclamer la TVA qu'elle a récupérée à tort. Par contre, en cas de contrôle fiscal, il y aura un redressement et il y aura rappel de cette TVA. On aura eu une non-application des règles du Code, du Code des impôts. Donc ça, c'est une illustration de ce qui se passe quand l'entreprise décide de ne pas appliquer les règles. Deuxième motif de redressement, c'est ce qu'on appelle l'abus de droit. Alors, Causian, qui est un avocat fiscaliste très connu, a tendance à dire que l'abus de droit, c'est le châtiment des surdoués de la fiscalité. C'est-à-dire que l'abus de droit, c'est une façon de faire pour tromper le fisc. Il y a à la base de l'abus de droit une volonté caractérisée du contribuable de constituer un acte pour détourner l'impôt. On essaye, par le biais d'un acte fictif ou éventuellement pris uniquement dans le but d'éluder l'impôt, on va donc essayer de minorer sa charge fiscale. Dans l'abus de droit, on détermine essentiellement 2 grandes familles. Première famille, c'est par simulation. On donne l'illusion d'une situation inexacte. La deuxième grande famille, c'est ce qu'on appelle l'abus de droit par fraude à la loi. Fraude à la loi, ça suppose que l'on fasse un montage pour éluder l'impôt. À partir du moment où il y a abus de droit, il y a volonté de tromper le fisc, il y a intention de tromper le fisc. Et tout, donc, par conséquent, on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire ce n'est pas une erreur, on a cherché à induire en erreur l'administration. Si vous reprenez ici, pardon, excusez-moi, si vous reprenez, je me trompe de, hop, je remonte juste sur, voilà, l'histoire de la TVA. Face à ça, si jamais on est contrôlé, on pourra dire, ben, écoutez, monsieur l'inspecteur, on ne s'est pas aperçu. On a comptabilisé par erreur. Le comptable à l'époque ne connaissait pas la règle, depuis elle n'est plus là, ou il n'est plus là. On pourra plaider l'erreur simple. On s'est trompé. Il n'y a pas une volonté délibérée de vouloir manipuler l'administration fiscale. Il peut aller avoir à la base une simple erreur matérielle. Donc, ici, il n'y a pas une volonté de tromper. Alors, peut-être qu'il y a une volonté de tromper, peut-être que l'on a fait sciemment, mais on peut aussi l'avoir fait de façon involontaire, par inadvertance, ou plutôt par incompétence plutôt. Par contre, quand on parle d'abus de droit, il y a clairement une volonté de manipuler la vérité pour arriver à éluder l'impôt. Alors, exemple d'une manipulation qu'on va appeler abus de droit par simulation. L'abus de droit par simulation, c'est le fait de donner l'illusion d'une situation inexacte.
Prenons un exemple. Monsieur X détient une société. Il va déclarer dans cette société qu'il a recours au service d'une personne, d'une tierce personne, Madame Z, pour des prestations de conseil. Et cette société est amenée à être contrôlée. On va demander à Monsieur X de produire les factures de conseil de Madame Z et on va s'apercevoir que derrière ces factures, on va demander peut-être les conseils qui ont été faits, les rapports qui ont été donnés, les prestations qui ont été effectuées. Et on s'aperçoit en fait que derrière ces factures de conseil, il n'y a rien. Il n'y a aucun travail de la part de Madame Z. Madame Z a perçu des rémunérations fictives. Elle est en d'autres termes complice de l'abus. Donc, on a essayé par l'existence de cette facture de donner l'illusion qu'il y avait une prestation et de calculer les éléments relatifs à cette prestation, mais en fait, il n'y a rien du tout. Derrière, c'est creux. Donc, on a simulé un acte fiscal. Donc, bien évidemment, ça sera redressable. Autre exemple, fraude à la loi. Alors là, c'est encore un peu plus pervers. On utilise un montage pour détourner des zones de taxation. La fraude à la loi, ça sera forcément quelque chose de beaucoup plus élaboré que l'exemple que l'on vient de citer. Alors, j'ai pris un exemple. Supposons une société A. Hop là, pardon, excusez-moi. On va remonter sur la slide. Donc, supposons une société A. Oui, pardon. Alors, exemple de fraude à la loi. Donc, c'est un montage pour détourner des zones de taxation. J'ai essayé de vous faire un petit exemple. Une société A fabrique des produits en France. Elle les vend à une société B. B, on va la situer dans un paradis fiscal ou dans un territoire à fiscalité privilégiée. Donc, A a un prix de fabrication de 10 et va vendre à la société B 15. Donc, A va dégager un bénéfice de 5 en France. La société B, qui se trouve dans un territoire à fiscalité privilégiée, va acheter donc ces marchandises 15 et elle va les revendre sur le territoire français à 65. Donc, la société B va réaliser un bénéfice de 50, mais ce bénéfice de 50 va se loger dans un territoire à fiscalité privilégiée. Et on va supposer que les produits de la société B sont directement revendus sur un territoire français. De ce fait, voilà ce qui va se passer. En France, on aura eu un bénéfice de 5 et qu'on aura logé dans une zone à taxation à 28. On aura réalisé un bénéfice non taxable dans un territoire à fiscalité privilégiée de 50. Et donc, l'entreprise qui a fabriqué pour 10 et vendu pour 65 se retrouve avec bien un bénéfice de 55, mais elle ne subira la taxation en France qu'à hauteur de 5. Donc, l'impôt total pour la France, c'est 5 multiplié par 28%, ça ferait 1,40 d'impôt. Mais par contre, c'est 1,40 pour en fait un bénéfice total qui aurait dû être taxé, 55 par 28%, ça aurait dû faire 15,40. Donc, en fait, en faisant transiter les produits par une société tierce dans un territoire à fiscalité privilégiée, la société bien économise 14 euros d'impôt. Elle élude 14 euros de sa base imposable et donc elle a, grâce à ce montage, bénéficié d'une non-taxation. Est-ce que c'est interdit pour la société A de vendre à une société B qui se trouve dans un autre territoire? Non. Est-ce que c'est interdit pour l'autre société de revendre sur le territoire français un produit? A priori, non. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un montage pour éluder l'impôt et c'est de par là que le montage est répréhensible, que la société est en état d'infraction vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, individuellement, on a une chaîne d'opérations qui sont a priori autorisées, mais quand on met bout à bout toutes les opérations, on s'aperçoit que A vend à B pour revenir sur le territoire français. La boucle qui est faite par un territoire tierce n'a qu'un objectif,
c'est d'éluder l'impôt. Et en général, avec ce genre de montage, les marchandises, elles ne flouent même pas par le territoire tiers, c'est-à-dire qu'elles restent sur le territoire français et c'est juste une facturation circulaire qui fait qu'on élude l'impôt. Donc, dans ce cadre, dans le cadre de cet exemple, on a utilisé un montage simplement pour se détourner de l'impôt et c'est par là qu'on va être en abus de droit par simulation. Donc, voilà les deux types de simulation. Ensuite, troisième type de redressement, c'est ce qu'on appelle l'acte anormal de gestion. Alors, je vous en ai mis la définition. L'acte anormal de gestion, c'est le fait de mettre une dépense ou une perte à la charge d'une entreprise pour priver cette dernière d'une recette. Donc, en fait, l'acte anormal de gestion est contraire à l'intérêt normal de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait supporter à l'entreprise quelque chose que l'entreprise n'aurait pas dû supporter si elle avait été gérée en, expression française, bon père de famille. Alors, exemple de l'acte anormal de gestion, bien, j'ai acheté des bouteilles de champagne, j'en ai certes offert quelques-unes à mes clients, mais par contre, une grande majorité, ben, je les ai bu en fête de fin d'année. Mon meilleur ami dirige une agence de web marketing, mais en ce moment, il a des difficultés, donc il me demande si je ne peux pas un peu l'aider. Ben, dans ce cas-là, je vais accepter des surfacturations de la part de son agence, histoire de l'aider financièrement, sans donc prestation, sans aucune facturation, sans aucune prestation derrière. Je prends un vol, je fais un voyage, mais pour convenance personnelle, ben, je vais faire un break dans ce voyage de 10 jours pour des vacances, alors même que c'est la société qui va me payer l'intégralité de mon voyage. Donc, dans cet acte anormal de gestion, c'est l'administration qui doit apporter la preuve de l'acte anormal, c'est l'administration qui doit pointer du doigt et dire « vous n'auriez pas dû faire ça ». Et le fisc, d'un autre côté, ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que, je prends le premier exemple, vous avez acheté des bouteilles de champagne, vous en avez offert quelques-unes à vos clients et vous avez bu les autres. Là, vous êtes en acte anormal de gestion. Par contre, vous avez décidé d'acheter quelques bouteilles de champagne à vos clients et ces bouteilles de champagne, vous avez décidé de prendre du Super Top Grand Cru et vous les avez payées 200 € la bouteille. Eh bien, l'administration ne pourra pas vous dire, monsieur, madame, vous achetez des bouteilles trop chères. La question que devra poser l'administration, c'est aviez-vous besoin de ces bouteilles de champagne commercialement? Si la réponse est oui, l'administration ne se prononcera pas sur le montant de ce que vous avez eu besoin d'acheter. Donc, le fisc doit apporter la preuve de l'acte anormal, c'est-à-dire qu'il doit pointer l'acte qui n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est l'obligation du fisc. Par contre, il y a une limite à la preuve, c'est qu'il ne doit pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne doit pas, dans le cadre de l'entreprise, qualifier les actes en disant ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas. C'est vous aviez besoin de champagne, oui. Donc, je ne qualifie pas la nature du champagne que vous avez acheté. Donc, voilà pour l'acte anormal de gestion. Donc, c'était les 3 grands motifs de redressement qu'on peut avoir par rapport à la cause, je dirais, de la remise en cause de la taxation de l'entreprise. Alors, comment l'État contrôle maintenant? Donc, l'État a plusieurs moyens de contrôle. Il a ce qu'on appelle le droit de communication, le droit de vérification et le droit de visite. À chacun de ces droits de contrôle va s'opposer une forme de contrôle. Le droit de communication, c'est ce que l'on appelle un contrôle sur pièce. C'est le fait pour l'administration d'avoir le droit de demander des informations concernant la société à un certain nombre de tiers. L'État peut très bien demander à vos fournisseurs d'avoir copie de vos factures sans que vous soyez au courant que l'État est en train de faire un contrôle sur votre société. L'État peut très bien appeler votre banque et demander des relevés de banque sans que vous soyez au courant de ce que l'État fait par rapport au contrôle de la société. Donc, le droit de communication est très fréquent, l'entreprise n'en est pas forcément informée, et ce droit de communication, en fait, se traduit essentiellement par le droit d'aller demander à des tiers des pièces vous concernant pour vérifier certains points.
Ensuite, il y a le droit de vérification. Alors, ce droit de vérification, c'est, et je l'ai surligné ici en rouge, parce que ce qu'on appelle contrôle fiscal, en général, c'est cette procédure. C'est la vérification de comptabilité. Le droit de vérification, pardon, c'est le droit pour l'administration de venir dans vos locaux et de demander à revoir toute votre comptabilité, revoir toutes vos pièces comptables, revoir en fait l'ensemble de vos écritures et de vos déclarations. Ensuite, il y a un troisième droit qui est assez strict, qui est le droit de visite et de saisie. Alors, le droit de visite et de saisie, ça veut dire que l'administration fiscale peut, avec l'accord d'un juge, aller jusqu'à faire de la perquisition. C'est ça, le droit de visite et de saisie, c'est la perquisition. Et donc, quand l'administration fiscale a de sérieux doutes sur ce qui se passe dans l'entreprise et qu'elle a besoin d'agir par surprise pour essayer de prouver certains éléments, elle va justement avoir recours à l'ordre judiciaire pour pouvoir diligenter ses droits de visite et de saisie. En général, quand on attaque sur un droit de visite et de saisie, on a en face une vérification d'ensemble de la situation fiscale, c'est-à-dire qu'on contrôle et la société et les dirigeants. Donc, quand on parle de contrôle fiscal, c'est essentiellement le droit de vérification, et à ce droit de vérification correspond une vérification complète de la comptabilité de l'entreprise. Alors, cette procédure de contrôle fiscal, elle doit respecter certains points. D'abord, certains formalismes. La procédure est écrite et elle est codifiée, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Par exemple, il doit y avoir un envoi d'une lettre recommandée aux dirigeants au moins 15 jours avant le début du contrôle. Ensuite, le contrôle doit commencer par une réunion de synthèse avec le chef d'entreprise. Ensuite, il doit y avoir des réunions régulières entre l'entreprise et l'administration fiscale, avec ce que l'on appelle une procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des échanges réguliers, des comptes rendus, des échanges écrits, mais également des réunions de travail, de façon à ce que tout au long de la procédure, l'entreprise soit au courant de ce que fait l'État et puisse apporter au fur et à mesure des questions de l'inspecteur des éléments de réponse à cet inspecteur. L'ensemble des échanges est codifié par ce qu'on appelle la charte du contribuable, c'est-à-dire que globalement, il y a un petit bouquin qui est remis au début de la procédure et qui va permettre en fait aux contribuables de connaître à toutes les étapes de la procédure les droits auxquels il peut prétendre et éventuellement ce que peut faire et ne peut pas faire l'entreprise. Tout est codifié, c'est de façon à ce qu'il y ait une certaine forme de transparence dans ce que fait l'État au niveau des procédures de vérification. Ensuite, la procédure va se conclure sur une notification. Cette notification, c'est ce qu'on appelle la justification des redressements. On peut très bien clôturer un contrôle fiscal sur ce qu'on appelle une conforme, c'est-à-dire une notification à zéro, rien n'a été reproché, ou alors il y a des reproches qui sont faits à l'entreprise, et c'est justement dans cette notification que ces reproches seront faits et justifieront donc les redressements que pourra subir l'entreprise. Au cœur de la procédure de contrôle, on a ce que l'on appelle le fichier FEC, fichier des écritures comptables. Un fichier FEC, c'est un fichier ASCII standard, un fichier texte, où toutes les écritures comptables sont répertoriées. L'entreprise doit le générer chaque année et le mettre à la disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle. La communication de ce fichier FEC est obligatoire parce qu'en cas de non-production du FEC, vous allez avoir une amende de 5 000 €, plus éventuellement une majoration de 10% de tous les chefs de redressement. Donc, ce fichier FEC, c'est le fichier qui est issu de la comptabilité, du logiciel de comptabilité. Il est obligatoire et il permet à l'entreprise d'aller cibler ses demandes d'information. C'est-à-dire que l'administration ayant un fichier de données, eh bien, va pouvoir se saisir de ce fichier de données et faire des contrôles aléatoires et aller vérifier dans les comptes quels sont les éléments ponctuels qui vont
demander, parce qu'il est hors de question pour l'administration fiscale d'aller demander toutes les factures, tous les relevés de banque, c'est pas possible, c'est matériellement pas possible. D'autant plus que dans certains cas, les contrôles fiscaux pour les petites entreprises sont limités à 3 mois. Donc, il est clair que l'administration fiscale s'appuie sur les datas, s'appuie sur les fichiers informatiques pour pouvoir diligenter leurs contrôles fiscaux. Le délai de prescription, c'est-à-dire le délai durant lequel l'administration peut intervenir. L'administration ne peut intervenir que sur l'année en cours et les 3 années précédentes. Donc, par exemple, si on est en 2020, l'administration pourra contrôler 2017, 18, 19, ça fait 3 années, plus l'année en cours 2020. Un autre point limitant sur les contrôles fiscaux, l'administration fiscale ne peut jamais contrôler le même impôt 2 fois pour la même période. Si vous avez déjà eu une question sur la TVA au titre de janvier 2019, l'administration fiscale ne pourra plus, même si elle fait un contrôle fiscal, vous redresser au titre de la TVA de janvier 2019. Et ensuite, il faut savoir que s'il y a une erreur sur les délais de prescription, eh bien, cette erreur va entraîner la nullité de la procédure de redressement. Donc, l'administration fiscale, comme dans les procédures judiciaires, s'il y a des problèmes de fond, eh bien, ces problèmes de fond, des problèmes de forme, eh bien, le souci de forme, le non-respect de la forme va invalider le fond. Donc, il pourrait y avoir un énorme contrôle fiscal avec d'énormes redressements. Si l'administration fiscale n'a pas respecté la forme de la procédure, a oublié d'envoyer une lettre recommandée, à notifier hors délai de prescription, etc., eh bien, la forme n'étant pas respectée, le fond sera annulé. C'est un peu la même chose quand on fait du pénal. Si un procès verbal n'a pas été signé, si un juge d'instruction n'a pas fait son instruction dans les formes, il y a peut-être eu, je ne sais pas moi, meurtre avec préméditation, mais ça ne sera pas jugé parce que la forme n'a pas été respectée. Donc, importance pour l'administration fiscale de respecter les délais de prescription afin de ne pas invalider les procédures. Le contrôle fiscal va se finir par une notification de redressement. Cette notification de redressement, c'est un courrier qui est adressé en recommandé à l'entreprise. On va faire un récapitulatif de toutes les opérations de contrôle. L'administration va dire voilà ce que j'ai contrôlé, va lister tous les éléments de contrôle et va, derrière l'ensemble de ces éléments de contrôle, va lister l'ensemble des redressements. C'est-à-dire, ça j'ai contrôlé, je suis d'accord, ça j'ai contrôlé, je suis d'accord, ça j'ai contrôlé, je ne suis pas d'accord et je redresse. Donc, à chaque motif de redressement, il va y avoir un décompte de pénalités. Il faut savoir que les pénalités, c'est 10% systématiquement. Ensuite, on appliquera 40% pour mauvaise foi si tel est le cas. Et souvent, quand il y a des abus, on a vu qu'il y a forcément mauvaise foi puisqu'on a utilisé un montage pour éluder l'impôt. Et après, on aura du 80% si jamais on est en état de récidive. Donc voilà, on reçoit sa notification avec éventuellement ce qu'on appelle une conforme s'il n'y a pas de redressement, ou alors une notification avec redressement, la liste des redressements et des pénalités. Et c'est là où, après réception de cette notification de redressement, on va avoir ouverture de la phase 2 du contrôle. La phase 2, c'est la phase contentieuse. Est-ce que moi, entreprise, je suis d'accord avec ce que m'a dit l'État? Si j'estime que ce que m'a dit l'État, tout compte fait, c'est pas si mal. J'avais triché beaucoup plus et puis ils s'en sont pas aperçus, donc je suis content de ce qu'ils ont notifié. Ou s'ils n'ont rien notifié du tout, ça s'arrêtera là. Par contre, si je m'oppose à ce qu'a fait, à ce que redresse l'administration fiscale, je vais rentrer dans la phase de contentieux. Donc, cette phase de contentieux, elle est là encore particulièrement codifiée dans la charte du contribuable. Et l'entreprise a 30 jours pour contester sa notification. Elle aura aussi, alors je n'ai pas détaillé toutes les procédures parce que l'objectif, c'est pas que vous les appreniez, mais bon, au moins vous avez une petite vue du paysage. Donc, on a 30 jours pour contester la notification de redressement. On a aussi la possibilité d'avoir recours à une commission départementale. La commission départementale va juger le fond, mais pas la forme, c'est-à-dire elle va dire si l'administration avait le droit
de redresser tel ou tel point. Donc, la commission départementale peut faire tomber certains motifs de redressement. En général, quand on passe à la commission départementale, il y a des fois, s'il y a eu 5-6 points, il y a des fois la possibilité qu'un ou deux points soient exclus de la procédure de redressement par la commission départementale. Ensuite, la procédure continue et il peut y avoir recours à un tribunal administratif si on conteste la décision de l'administration. Et l'administration peut maintenir son contrôle. Et dans ce cas-là, ben, vous avez l'appel du tribunal administratif qui se fera devant la cour administrative et éventuellement devant la cassation si le contentieux est particulièrement lourd. Donc, on a des étapes. Il faut savoir que le contribuable, à partir de l'appel du tribunal administratif, ne peut pas avoir une suspension des droits, c'est-à-dire qu'il sera obligé de mobiliser financièrement son redressement. S'il est condamné à payer 100 000 euros, ben, il devra les payer. Ça sera bloqué ou donner des garanties de paiement. Et l'appel et le pouvoir en cassation ne sont pas suspensifs donc du paiement. À tout moment, le contribuable peut négocier avec l'administration fiscale, il peut négocier des pénalités, il peut négocier, il peut essayer de dealer avec l'administration en disant ben, on fait une cote mal taillée et puis je suis d'accord pour ça, et l'administration peut passer un accord avec le contribuable. On a donc une procédure de conciliation possible avec l'administration fiscale. Conciliation qui doit être raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'a pas une possibilité de dire allez, on se la fait 50-50, mais il y a des procédures de conciliation qui peuvent amener à casser le contentieux de façon à mettre un terme aux différends entre l'entreprise et l'administration fiscale. Tu ne veux pas passer au suivant. Alors, je vous ai mis un petit exemple par rapport à celui que j'ai pris dans le cours. Donc, je suis toujours sur mon entreprise qui a décidé de loger 5 euros de bénéfice en France et d'éluder 50 euros de son bénéfice en le positionnant dans un pays à fiscalité privilégiée. Donc, l'entreprise aurait dû payer donc 28% sur 55 euros de bénéfice, c'est-à-dire 15,40 euros, et l'entreprise, en ayant fait son montage et fait passer son bénéfice par un pays tiers, se retrouve en train de ne payer que 1,40. Donc, eh bien, l'administration fiscale, imaginons qu'il y ait donc 10 000 euros, voilà, parce que dans mon exemple, j'ai dit qu'elle avait vendu 10 000 produits. Donc, sur ces 10 000 produits, il y a 15,40 euros d'impôt qui a été éludé. Puisque ici, vous avez, voilà, chaque fois qu'on vend un produit, on élude 15,40 euros. Donc, 10 000 produits à 15,40 euros, ça fait 154 000 euros d'impôt éludés. 154 000 euros en imaginant qu'on a été contrôlé 2 ans après, ça voudra dire qu'on a des intérêts de retard, 154 000 par 4%, on a 13 860 euros de retard. Et ensuite, pénalité pour fraude, on va avoir 40%, puisqu'on a fait un montage, 40%, ce qui veut dire sur les 154 000 euros d'impôt, on va payer 40%, soit 61 600. Le fait, si on est, dans le cadre de ce montage, si jamais on est redressé, on aura donc 154 000 euros de redressement d'IS, 13 860 euros d'intérêt de retard, 61 600 euros de pénalité. Mais attention, il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'impôt qu'on a éludé. Mais on va aussi avoir éludé quoi? Ben, la TVA. Chiffre d'affaires, 65 euros par produit. 10 000 produits, ça fait 650 000 euros. La TVA non collectée sur 650 000, c'est 20%, 130 000. Sur cet impôt éludé de TVA, 130 000, on va aussi avoir les 4,5% et on va aussi avoir les 40% pour fraude. Donc, pour la TVA, on aura 130 000, plus 11 500, plus 52 000. Eh bien, l'entreprise qui a imaginé ce montage s'expose à un redressement de 2, prenez votre calculatrice et faites les totaux,
154, 13 000, 61, 130, 11 000, 52 000, vous allez arriver à 423 160 € de taxation. Donc, voilà le risque fiscal de ce type de montage. Il est clair qu'une fois que vous avez fait le détail chiffré, ben, ça peut être de nature à vous faire réfléchir à deux fois quant au risque à prendre pour éluder l'impôt. Et ce qui est important, c'est de bien chiffrer, bien sûr, l'impôt éludé, mais ne pas oublier tous les impôts, parce que dans les impôts commerciaux, il n'y a pas que l'impôt société, il y a aussi la TVA. C'est en général la TVA qui est le plus lourd à chiffrer. Et puis, il ne faut pas oublier les intérêts de retard. Et puis, il ne faut pas oublier les pénalités. Donc voilà, je vous laisserai réfléchir à ce petit exemple dans lequel vous allez rapidement comprendre que lorsque l'on fait un montage, il est clair qu'on s'expose à de gros risques fiscaux. Voilà, j'en ai fini avec le chapitre sur les redressements fiscaux. J'espère que ça vous aura donné quelques points de repère. Et puis, je vous remercie beaucoup de toute l'attention que vous avez eue pour la fiscalité. Merci beaucoup.